présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Trudeau et à la mise en onde, le légendaire Mikey J! Hey, excusez-moi. Dimanche le 25 août. Et bienvenue, chers et chères geeks, à cette nouvelle émission des Geeks contre-attaque. Alors, Éric Lajoie avec vous pour l'heure et demie au complet. Mais je ne serai pas seul. Non, le génie du mal qui riait en arrière-plan, c'était bel et bien Simon Trudeau. Oui, à la co-animation, Simon Trudeau est de retour. De retour, je ne vous ai pas tourmenté pendant l'été, pauvre mortel, mais ça revient. Enfin, j'ai du temps à consacrer à mon plan diabolique de conquérir le monde. Et voilà. Juste ça. Et notre chroniqueur invité, notre chroniqueur de la semaine. Le pyrologue en chef, puisque ça... Non, cette semaine, ça sera un historiologue en chef. Historiologue? Je sais pas si ça se peut comme... Historiologue. Hein? Oui. Historien. Ouais, historien. Il y a déjà un mot pour ça. Ouais, c'est ça. On n'en inventera pas d'autres. Alors, Philippe Jacques, salut. Salut. Et à la mise en onde, le non moins légendaire, MJ lui-même. Ah. Salut. C'est des introductions de même que j'ai pas de malaise. Donc, hey, on va parler de plein de trucs. On a une belle émission chargée aujourd'hui. Quelques actualités cette semaine quand même, dont une que j'ai hâte de parler. Et sinon, on va avoir bien du fun, mais on va commencer ça en parlant de la semaine. Donc, hi Mikey, s'il te plaît. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Trudeau. Simon, I choose you. Oh, oui, effectivement, et vous faites bien. Parce Hey, que, it's super effective. pour commencer les geektualités, bon, il y a une grande actualité qui nous a bouleversé, qui a bouleversé le monde du geek cette semaine et qui, moi en particulier, bon, si vous avez suivi l'émission depuis longtemps, vous avez connu ma dernière réaction explosive à la mention du nom Ben Affleck. Et, oui, le fameux Ben Affleck. Et... Affleck! Ah tiens, je pensais que j'étais seul à avoir le monopole de cette réaction-là. Eh bien, ceux qui crient au Affleck auront raison de le faire à nouveau, puisque on nous a annoncé cette semaine que Ben Affleck n'était pas seulement considéré, mais il était, je me trompe pas, je vous dis, qu'il est signé ici. Il a été confirmé sur le site ça. de DC Comics. C'est ça, donc j'ai l'information. Pas mal officiel. C'est ça. Confirmé dans le rôle de Batman. Mais non Oui. pas dans le prochain film de Batman, mais bien Non. dans le prochain film de Superman. Superman versus Batman. Ouais, Annoncé, tel qu'annoncé au Comic-Con il y a quelques semaines. Yes. Et il y a eu une information supplémentaire hier, je crois, de Warner Bros. À l'effet que non seulement Affleck va jouer Batman, mais en plus, il va aider à écrire le script. Ce qui est pas une attention. Attention. Ça surprend. Ben Affleck comme directeur et comme scripteur. Oui. A une très On bonne le feuille de route. sous-estime. Il y a une très très bonne feuille de route. Les 3 films qu'il a dirigés sont 3 très bons films. Je suis d'accord. Est-ce que t'as les 3 titres? Oui, c'est Gone Baby Gone, The Town, puis Argo. OK. Et 3 films. Mais je pense qu'il y a il a écrit aussi Good Will Hunting avec justement... Oui, avec Matt Damon, effectivement. Ça. Donc, le gars, comme scripteur, il y a rien à redire. OK, comme super-héros, on se souvient tous de Daredevil, mais... C'était pas si pire que ça. Il y a aussi... Ah, puis Warner a aussi annoncé qu'il y a un contrat de plusieurs films de signer. Avec Donc, les Je deux. suis pas surpris. Ils se sont trouvés un nouveau Batman, puis ils vont... C'est ça. Puis ils veulent arriver avec un Batman qui est déjà établi, qui a pas d'origin story à placer, qui a C'est pas d'origine à placer. Donc, non, honnêtement, là, je regarde la physicalité de Ben Affleck là, pour Physionomie. la physionomie. Ouais, ça parce que On c'est est mal parti avec nos mots aujourd'hui. Ouais, non, je sais, peu importe. Donc, la physionomie de Monsieur Affleck dans un costume de Batman, quand t'as pas à le faire jouer trop Bruce Wayne. Non, mais il fait un bon Bruce Wayne pareil. Là. Il a Pas quand si pire, même pas si l'air pire. d'un... Mais non, je suis curieusement pas inquiet. Il a quand même l'air Je d'un suis gars curieux. riche, hein? Je pense qu'il a la gueule d'un gars riche. Ouais, il a quand ben même là. beaucoup d'argent dans son compte en banque. Ouais, je pense c'est- qu'il a la gueule de l'emploi. Ah, écoute, Pearl Harbor, ça a dû être payant. Mais, hein? Bon. Mais sur ce, voilà, donc, hey,
Batman, Ben Affleck. Je m'avère être pas mal plus sceptique, et c'est pas juste à cause que Affleck est impliqué dedans. J'ai un petit problème avec la manière dont ce film-là a été annoncé. En fait, j'ai un petit problème avec le fait que tout de suite après Superman, on relance Batman. Je le sens pas ce coup-là, moi, les gars. J'ai l'impression que c'est vraiment une tentative de capitaliser avec la seule franchise qui a vraiment marché pour DC et pour Warner en termes de super-héros, qui est la série Batman. Je trouve qu'il est un peu tôt pour faire une autre réingénierie de Batman. Oh. Je trouve que c'est un peu trop. Je sens. Vous savez. Il y a quelques années, en fait, il y a presque 10 ans maintenant, il est sorti une affaire qui s'appelle Advent Children, qui était un film de Final Fantasy, le deuxième, et le seul qui était vraiment tiré de la série. Et moi, tout le monde a trippé sur ce film-là, et moi, je l'ai détesté parce que j'ai senti que les gens qui étaient à l'arrière de ça savaient exactement quelle corde tirer pour activer mon cœur, et le faisaient allègrement. Et j'ai cette même impression face à ce film. Alors, je suis sceptique. Permettez-moi de le dire. Mais tout de même, ce qui était très drôle, c'est de voir les tweets sortir sur l'annonce de Ben Affleck. Oui. Il y en a des savoureux. Il y en a un en premier qui c'était Ben Affleck don't check Twitter today. Oui, ça c'était. Oui, effectivement. Et il y en a eu un de. Ben Affleck lui-même avait dit après Daredevil qu'il jouerait plus jamais de super-héros. Mais je pense que, tu sais, quand on te donne beaucoup d'argent et qu'on t'offre le rôle de Batman, tu peux pas dire non. Tu peux pas dire non. Mettons, je suis pas vraiment acteur. Tout le monde rêve d'être Batman. Écoute, j'ai pas la shape, j'ai pas le look, j'ai pas de talent d'acteur à ce point-là. Mais tu jouerais Batman. Ben, en tout cas, me poserais la question puis je réfléchirais, là. Tu réfléchirais. Je prendrais 10 secondes avant de dire non, parce que évidemment, je suis pas capable de le faire, mais tu peux pas y penser. Tu fais comme, je serais Batman. non, mais tu y penses. Genre l'affaire que tu penses pas aux conséquences, tu mets le costume, tu tripes. Ben ouais, personne veut me voir de costume de Batman. Ça serait très drôle. Je peux t'arranger ça dans Photoshop. Non, hein? non. Oh, c'est une petite idée en passant. Ouais, mais c'est Monsieur Jacques en passant qui s'occupe de tout le Photoshop de notre page Facebook. L'assez impressionnant Photoshop de la page Facebook. Fait en Hulk et tout le monde a ri, y compris François Pérusse lui-même. J'imagine qu'en Batman, ça serait tout aussi hilarant. Ça serait savoureux. Ouais. Il y a eu dans Silent Bob. Bob a fait un tweet sur Ben Affleck. Kevin Smith. Ouais, Kevin Smith, bien sûr. Je m'en souviens plus c'est quel. Je pensais que tu l'avais sous la main, Monsieur Trudeau, mais je pense qu'on l'a perdu. En tout cas, il y a une liste, le site IO9 a publié la liste des 50 meilleurs tweets qui ont été faits à l'annonce de ça. Et il y en a des absolument savoureux. En fait, on va vous faire un lien sur la page Facebook des Geeks Contre-Attaque. Absolument. Regardez celle-là. Bon, très bien. C'est quand même de grosses nouvelles. Des nouvelles qui sont pas aussi grosses, mais qui sont du même ordre. Vous savez que le dernier film de Edgar Wright vient tout juste de sortir. The World's End. Si vous ne connaissez pas Edgar Wright à la maison, c'est le type, c'est ce charmant Britannique qui nous a offert Shaun of the Dead, Hot Fuzz et The World's End, et mon préféré dans la gang qui est Scott Pilgrim vs. The World. Oui. Et The World's End. Et The World's End, ça doit être le dernier de cette prétendue trilogie qui est une espèce de revisitation. Oh, mon Dieu, ça a l'air religieux comme temps. De revisitation des grands genres américains, soit le genre de zombie, le genre de comédie policière et le genre de science-fiction, mais à travers le quotidien britannique. Et ça met encore en scène Simon Pegg et Nick Frost, qui sont Sean et son collègue qui reviennent dans tous les films finalement. Oui. Et là, on a appris, parce qu'on sait c'est quoi le prochain film de Edgar Wright. Il s'agit de Ant-Man, qui doit être intégré dans la continuité des Avengers. Oui. Ant-Man était quand même dans la bande dessinée, était un des membres initiaux des Avengers. Alors, on s'attend à ce qu'il arrive quand même assez rapidement dans le développement. Et maintenant, la rumeur est que Simon Pegg aurait été signé en tant que Ant-Man. C'est encore au stade de rumeur. On n'est pas confirmé. Mais
étant donné l'expérience que Simon Pegg a avec Edgar Wright, et aussi en tant que son physique et son attitude, la communauté geek a tendance à bien réagi à cette nouvelle. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous... Ben, je sais pas. Simon Pegg qui fait n'importe quoi. Tu fais juste bien réagir. Il va être est Scotty dans Star Il est Trek. Scotty dans Star Trek, puis là, il serait Hank Pym dans Avengers. Il serait comme le l'omni-engineer. Il serait comme l'omni-ingénieur. Il fait tout. Alors ça, c'est dans la même nouvelle de casting. Je me trouve beaucoup moins sceptique avec cette nouvelle-là qu'avec celle de Ben Affleck. Je sais pas exactement pourquoi. Ah non, Simon Pegg est un très bon acteur. Son geek cred n'est pas approuvé, donc moi je suis all for. Si vous avez déjà vu la série qui a lancé ce trio de Simon Pegg, Nick Frost et Edgar Wright, si vous avez déjà vu Spaced. Sur Netflix, c'est disponible encore. Allez vous taper ça. Il y a quoi? Il y a 10 épisodes? Il y a 10 épisodes. C'est short au bout, vous avez pas de raison de pas le faire. Sauf Sherlock, vous avez pas de raison. Je vous dirais que Spaced, c'est un peu la bible du geek britannique. Si vous avez, si vous demandez, là, vous cherchez les références là-dedans, ça tout vient de ça. là. Et d'ailleurs, la moitié des acteurs sont dans Shaun of the Dead, je pense. Effectivement. C'est la même gang qui revient et qui fait des films maintenant. Et il y a aussi comme série télé geek britannique, IT Crowd, pour ceux qui l'ont pas vu, là, c'est très 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 drôle aussi. Ah. Donc je suggère également. Eh bien, parlant de Netflix. Parlant de Netflix, une nouvelle assez colossale. On en a parlé beaucoup sur le réseau, mais peut-être un peu moins au Québec. Faut dire que Netflix est peut-être pas encore aussi installé qu'il l'est aux États-Unis. Est-ce que vous connaissez la compagnie des frères Weinstein? Oui. Qui était derrière Miramax, qui était derrière les films de Tarantino, Dimension, etc. Oui. Ils ont signé un immense contrat avec Netflix, quelque chose d'assez colossal, qui autorise Netflix à diffuser leurs films, les films de leur compagnie, leurs différentes compagnies comme Dimension et puis Miramax, etc., en même temps que leur sortie en salle sur Netflix. Ça a été signé avant-hier et ça donnerait l'autorisation seulement à Netflix de diffuser ces films-là en même temps qu'ils sont en salle. C'est un immense contrat, c'est une grosse nouvelle. On se demande s'il va y avoir des espèces de clauses non dites. Par exemple, est-ce que vous allez devoir maintenant payer pour regarder ce genre de film-là sur Netflix? Il y a de fortes chances que oui, mais on quand même avoir la disponibilité de pouvoir l'avoir sur tablette en même temps que en salle, c'est quand même un gros pari que les frères Weinstein font. Et c'est ça s'est signé avant-hier et c'est avant-hier, on est présentement dimanche, on s'est signé jeudi. Et c'est ça. Et ça devrait avoir des effets à part aussitôt que cet automne. Mais j'ai aucun doute que ça va fonctionner pour Netflix, mais c'est ça. Si c'est le futur du cinéma, non, ça va faire mal. Non, je pense que le cinéma va rester. Le gros écran, le son, ça peut pas être reproduit. Non, c'est sûr. T'sais, à part d'être millionnaire et te monter un salon, tu peux pas reproduire ça. Mais ça t'enlève une coupelle de personnes qui vont dire ça me tente d'aller au cinéma ce soir, mais finalement je suis trop lâche. Je l'écoute sur ma TV. J'ai l'impression que c'est pas la fin pour rien. Non, c'est juste une nouvelle façon de. Ouais. De toute façon, on verra bien. De toute façon, c'est une expérience. Tout le monde impliqué savent qu'il va avoir probablement des choses que personne n'a vu venir, nouvelles contraintes. On ne sait pas si ça va diminuer l'achalandage des salles, mais je pense que les frères Weinstein veulent plutôt aller chercher un nouveau public, un public qui se déplace pas nécessairement au cinéma, effectivement, qui a viré complètement tablette ou complètement c'est bizarre ça, virer tablette, c'est comme une bière tablette, ou complètement ordinateur. Alors ils essaient d'aller chercher ce public-là. Yes. Et parlant de ce public-là a maintenant, on le sait, ce fameux public-là, a maintenant une nouvelle, il y a une nouvelle plateforme en plus des tablettes et de l'ordinateur, et c'est les consoles. Ben oui. Donc moi j'écoute Netflix que par mon PS3, là. Mon ordi et bientôt pas capable de rien sur faire. ton PS4 peut-être, puisque la date a été annoncée, la date de lancement a été annoncée cette semaine. Oh. C'est-à-dire le 15 novembre en Amérique du Nord et le 23 novembre en Europe pour la sortie de la PS4. As-tu la date de la Xbox One? Non, mais elle devrait s'en venir bientôt. Est-ce qu'elle est déjà sortie, Philippe Jacques? Est-ce que tu as des informations que j'ai pas? Aucune info. Je me fiais sur toi. Non, j'ai pas la sortie de la Puis Xbox One. la Wii U, elle sort.
Ah, elle est déjà elle est sortie. déjà sortie. OK. Puis on Mais n'entend on pas entend parler. des mouches. Non, c'est des mouches qu'on entend. Ouais, Je et pensais on n'a jamais vu la sortie en tout cas, moi, je n'ai pas vu ça aller du tout. La Wii U est sortie sans tambour ni Ça va faire trompette presque l'année un dernière. an. Presque un an, Ça- pour vrai. Ça ça a a sorti pas à de Noël sens. l'année passée, puis on... Mais il aurait dû l'appeler autre chose que la Wii U, finalement. Ouais, ça a l'air c'est- d'un périphérique. Ça a l'air d'une... Ça a l'air d'un upgrade d'une Ah, console que t'as déjà. Yes. Hey, on va faire une petite pause en geeksualité pour écouter un peu de musique, puis on vous revient après. Fait que, Mikey, s'il te plaît. Oui. La chanson de la semaine. Alors, 11h15, c'est maintenant le temps d'écouter de la musique. Et cette semaine, on va avoir 3 chansons de la semaine fournies par moi, Simon et Philippe. Donc, on va commencer par la mienne. Et là, je sors ça d'un jeu que j'aimerais que plus de gens connaissent. Au Super NES, il y avait un petit platformer que peu de gens ont expérimenté à l'époque, qui s'appelle Plock. Vous avez jamais Ça entendu existe pour vrai? Vous avez jamais entendu parler de C'est Plock? un nom ou un son? C'est C'est un onomatopée. c'est tout ce que tu veux, Simon. Donc, Plock, avec un point d'exclamation dans le titre, c'est l'histoire d'un petit dude jaune cartoony qui reste sur une maison sur le bord de la plage, qui sort de chez eux le matin pour se tirer, puis qui se rend compte qu'il s'est fait piquer son drapeau. Et là, il est très frustré et il décide de tirer ses propres membres à ses adversaires pour retrouver son drapeau. Et ses membres ont un effet boomerang et reviennent se placer. Mais si tu tires, tu peux tirer tes bras et tes jambes. Et quand les deux sont tirés, t'es plus capable de bouger, t'attends que tes bras et tes jambes reviennent. Et à minute que tu trouves une place que tu penses que le voleur de drapeau, et finalement, tu tires sur le mât, puis c'est une paire de bobettes, puis t'es fru, puis tu continues. Plock, c'est awesome, ok? Mais si vous avez un illuminateur à la maison, trouvez-vous ça au Super NES. I'm C'était mind blown. Combien de temps tu penses que ça a pris à développer ce jeu-là? aucune idée, mais c'était du temps bien investi. Je savais pas qu'un trip d'acide pouvait durer autant de temps. Écoutez, Plock, c'est vraiment awesome. T'es accro après quelques secondes. Le design du jeu, le visuel, tout ça, c'est super beau. La musique était awesome. C'est pour ça que j'ai Alors, pris une je pièce. suis en train de checker sur Internet et grâce au Geek Contre-Attaque, sur eBay, le jeu, il vient de monter de 3 piastres. Oh yeah, oh yeah. Mais non, Plock au Super NES, ceux qui ont des émulateurs, vous pouvez vous le procurer de Je façon... viens d'apprendre que c'est également une ville en Pologne, mais bon. Donc, Plock, de la trame sonore de ce jeu, donc du bonus stage de Plock, on va écouter de Atomic Guy, qui est un remixeur qui est pas sur OC Remix. Ah, non, mais qui est sur un C'est de la diversité dans ben ta vie. oui, qui viennent d'un site qui s'appelle Dwelling of the Wells, qui vont, eux autres, qui font des concours. Mettons, genre, un thème, genre, le meilleur remix de Robocop. Et là, pendant un mois, le monde poste, puis il poste les 5 meilleurs du concours. Donc ton À jeu tous les est mois. tellement obscur que tu t'es allé chercher ça sur un site obscur. Ben oui, mais Dwelling of the... Je sais pas si ça roule encore, mais ça a roulé pendant une couple d'années quand même. Donc, Atomic Guy, la pièce Race Against Time du bonus stage de Plock. Écoutez ça, oui, j'adore le jeu.
Mikey, t'as brisé la console. Excusez, là. Non, mais c'est Race Against Time, c'est un peu ça, le... Alors, c'est pas de ma faute, fille. Ah non, mais je vais essayer de poster de quoi sur la page Facebook des Geeks Contre-Attaque à propos de Ploc. Moi, c'est un jeu que je veux que le monde sache qu'il existe. OK. On poursuit, s'il vous plaît. On poursuit, s'il vous plaît. Donc, est-ce qu'on a d'autres actualités, sûrement? Quelques-unes, je pense que Philippe en a aussi. Je laisse l'honneur D'accord. pour commencer. Si vous suivez toute la débandade autour du cas, des différents cas de bris de sécurité aux États-Unis depuis quelques mois maintenant, même que dis-je quelques mois, quelques années. Surtout le scandale qui est autour du prisme et du système de surveillance de la NSA. Il y a beaucoup d'informations. On a un peu délaissé le cas de Snowden, qui est maintenant résident russe. Je sais pas si ça va lui faire beaucoup de bien, mais bon. En ce moment, il n'est plus directement dans la mire officielle du FBI, il est dans la mire officieuse de la CIA. Mais c'est autre chose, c'est un autre débat. On a un peu délaissé le cas Snowden et on s'est un peu intéressé à ce qu'il avait révélé. Et ça révèle différentes choses que la NSA regarde sur vos profils, les différentes informations qui sont filtrées, lesquelles sont prioritaires. On peut penser que peut-être que le compte Facebook de tout un chacun fait partie d'un épluchage global assez constant d'une cinquantaine de personnes qui travaillent à l'NSA. Mais en fait, une des choses qui est le plus consultée, tellement consultée en fait qu'il y a un terme d'intelligence spécialement dévoué à ça, c'est vos comptes de réseau de rencontres. Ce qui fait qu'il y a environ une trentaine de gars à la NSA qui surveillent les fréquentations, les sites de rencontres. On appelle ça de l'intelligence, ils appellent ça du love int. C'est de l'intelligence sur les réseaux de rencontres. On dit que c'est là qu'il y a en tout cas, il semblerait que selon la NSA, ce soit là que les plus grands dangers pour la nation se cachent. Rick, t'es dans la marde et tu surveilles. Faut dire, come on. Come on. Fait que ça pas comme si j'avais 10 comptes, j'en ai 4. non, mais pour être honnête, là, les sites de rencontres, veux pas, il y a des gens qui vont mettre des informations vraiment privées et personnelles là-dessus, donc, d'après moi, ça justifie le CIA de s'intéresser à ça. La NSA, mais il faut dire que la NSA est fournisseur en information de toutes les autres agences d'information aux États-Unis. Cependant, ça a amené beaucoup plus, une encore plus grande grogne au niveau de la vie privée, parce que on s'entend que la majorité quand les gens parlent de vie privée, ils parlent beaucoup de ça. Ils parlent beaucoup de vie amoureuse et sexuelle, ce qui fait que déjà ce que les gens ne veulent pas montrer, c'est ce qui semble à intéresser la NSA davantage. C'est logique. Est-ce que c'est éthique? Bon, le débat est encore ouvert et il commence à y avoir une solide grogne sur ce cas-là. Mais ce qui est étonnant, c'est que le terme love int n'est pas très récent. Il semblerait que c'est une pratique qui date depuis un certain bout de temps, avant Prism, longtemps. Il y a assez longtemps. Ouais. Ça serait un terme qui était utilisé aussitôt que dans les années 80, où vraiment on surveillait les habitudes amoureuses des personnes qu'on considérait suspectes. Il semblerait que ce soit très très révélateur des personnes, même des choses que vous ne c'est sûr, si tu le fais sortir de son trou, tu te rends compte qu'il est sexuellement attiré par la cassonade, ben tu peux mettre la cassonade quelque part, puis le gars il sort. Eric, on veut pas entendre parler de tes tripes sexuelles. C'est un exemple fictif. Et voilà. Fictif. Et soudainement, il y a une cinquantaine de personnes qui viennent de googler cassonade. Je salue la joie. Je salue tous les glucophiles qui nous écoutent. Et c'est tout pour moi. C'est awesome la cassonade. Donc, Phil. Dans le plus léger, allons-y. Il va y avoir une nouvelle série de Star Wars à la télé. Encore? Encore, oui. Pas encore, il n'y en a pas eu. Ben oui, il y a eu Clone au moins Wars. 3 Clone Wars. Oh non, mais ça, c'est des séries animées, c'est pas pareil. Une série télé, non, c'était supposé à l'origine, George Lucas avait annoncé que ce serait une série filmée. Okay. Mais là, ça va être une série en dessin animé 3D. À la Clone Wars. À la Clone Wars. C'est la suite non officielle de Clone Wars. Ça va être entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Bon. Et ça va être basé sur les designs de Ralph McQuarrie, qui est un des designers officiels Des originaux. En fait, il a travaillé sur les 3 premiers films. En fait, c'est assez huge là comme nom. En fait, Star Wars visuellement, c'est Ralph McQuarrie. Il a rameuté toutes les idées bizarres de Lucas qu'il avait eu à l'époque et il les a amenées à ce qu'on a vu maintenant. Donc c'est autant lui que Lucas
qui peut se targuer du titre de créateur de C'est Star ça. Wars. Parce que selon surtout les... visuellement, Ah oui. c'est Macquarie. Ah oui, parce que là, c'est trop PO et R2D2. Si ça avait pas été de Macquarie, ça aurait été en deux vendeurs d'assurance impériaux qui seraient promenés. Tu sais, Ouais, il a ramené beaucoup d'idées dans ouais, ça, parce que Lucas voulait que ce soit des humains. concept de base. Tu sais, il y de avait Star plein Wars. d'idées comme ça, bizarres. Ben, Lucas, quand il laissait à son propre chef, ça donne des Ça résultats donne épisode 1, spéciaux. 2, 3. Ouais, entre autres. Je vais avoir une autre Et actualité cette après, série-là Oui. va être est confirmée pour l'automne 2014, donc ça s'en vient. Oh, ok, On n'a pas. ok. D'après moi, ça va être sur le Disney Channel parce que on sait que Star Wars a été acquis Oui, par oui. Disney. Tout à fait, tout à fait. Et Rapide. ça va s'appeler comment? Ça va s'appeler Star Star Wars. Wars Rebels. Ah, je pensais que ça s'appelait Star Wars The Interesting Years. On peut en conclure que ça va être ça parce que le rêve de tout geek, c'est de voir Darth Vader aller exterminer les restants des Jedi qui restent. Ah, Alors, on l'a vu tuer on est des- dans ces années-là, mais sauf que Ouais. ça va être une série sur la télé pour les kids, donc Ouais, c'est ça. C'est comme... ben, dernière petite chose. la dernière fois que vous lui faites de quoi pour les kids, c'était pas les Holiday Special? Il est pas responsable de ça, mais Ouais, en tout bon, cas, ça fait existe. Autre chose? En combien de temps vous avez passé Zelda Ocarina of Time? Ocarina of Time? Ah, je me time pas. J'ai juste absorbé l'expérience. Ouais, Ça, Simon? quelques dizaines d'heures, là. je pense que Ouais, je l'ai clenché en 12 heures, puis j'étais vraiment fier de moi. En 12 heures, c'est quand même bien. Mais il y a un gamer qui s'appelle Cosmo Wright qui l'a clenché en 19 minutes 15 secondes. Ok. Là, Ça je se veux peut savoir... pas juste traverser la map, ça prend plus que ça. C'est un glitch run, ça, là. C'est un glitch run, mais Ouais. il faut le mentionner quand même. Parce que le record précédent était de 19 minutes 20 secondes. Oh. Oui, c'est un glitch Quand même. run, mais c'est quand même impressionnant. Ouais, faudrait quand même- voir. Hey, j'ai passé un dimanche après-midi weird, il y a quelques semaines, à regarder des speedruns toute l'après-midi. Et j'ai vu quelques trucs très impressionnants. Là. Ceux de Mario, là, ça fait tellement longtemps que le jeu est là, que ceux qui réussissent des runs de En Mario combien 1, de temps? 2, 3... En combien de temps t'es c'est- capable de passer Mario 1? Ouais, ben, je sais pas. Moi, j'ai vu un gars qui a fait Contra. Ouais. No Un hit, contrat, là, no ouais, hit c'est run. impressionnant. C'est no hit, puis le plus vite possible. C'était pas juste impressionnant, c'était épeurant. T'as-tu d'autres choses à nous... Une dernière petite affaire qui dure Oui. 30 secondes, c'est vraiment parce que Philippe Jacques m'y a fait penser. Vous savez que Star Wars, on parlait de la vision originale de George Lucas, vous savez que Star Wars, avant d'être le film, c'était un script. Et Oui. ce script original-là a connu moult modifications. Ben oui. Eh bien, il y a des gens à Dark Horse Comics qui ont repris le script original. Ah, Luke Starkiller, là, le Luke, premier c'est Drette ça. Anakin Starkiller, qui n'est pas le fils de Luke Skywalker. Luke Skywalker qui est un général. Ce sont les personnages originaux, la vision originale. Ils ont fait un comic avec ça. Ça s'appelle The Star Wars. Es-tu sorti? Oui, ça Il me le faut! ça s'appelle The Star Wars et c'est avec les personnages originaux tels qu'ils étaient vus par George Lucas où Han Solo est un espèce de lézard et etc. C'était Ça doit être tellement awesome. allez voir ça, c'est surprenant à quel point il y a eu une modification entre l'idée originale. Ça, c'est de- le genre de d'affaire Lucas. que je peux pas commander, avoir ça sur ma tablette ou quelque chose. Non, faut que je le commande en papier, mais ça va être trop beau. Parfait. Hey, ben ça, oui, ça m'intéresse. Il va falloir que je jette un coup d'œil à ça. Sur ce, on vous quitte pendant 2 ou 3 minutes pour un petit peu de pub. Puis on vous revient tout de suite après avec les 2 autres tiers de l'émission de cette semaine. Fait que restez là. CKRL 89.1. Auditeurs de CKRL, voici le moment de poser un geste concret envers votre radio préférée. Devenez membre ou renouvelez votre adhésion pour la saison automne-hiver 2013-2014. Procurez-vous votre carte de membre au coût de 25$ d'ici le 6 septembre et courez la chance de gagner un panier cadeau d'une valeur de 200$. Le tirage aura lieu à 19h20 lors de notre journée de lancement le 6 septembre dans les studios de CKRL au 405 sur la 3e avenue à Limoilou. Voici 3 façons de renouveler votre carte ou devenir membre de CKRL. Présentez-vous au 405 3e avenue à Limoilou et remplissez le coupon. Contactez-nous par téléphone au 88 640 25 75 poste 201. Et finalement, par PayPal disponible sur ckrl.qc.ca. Votre carte de membre est valide pour 1 an à la date d'adhésion.
Faites-le maintenant. Moulineau, médecin fraîchement marié, a découché. Au petit matin, sa pauvre femme attend des explications. Un visiteur radin est peut-être l'alibi qu'il lui faut. De médecin à couturier, de quiproquo en mensonge, entre la belle-mère et le mari jaloux, Moulineau s'en mêle dans un tourbillon de situations. La troupe Sismo présente Tailleur pour dames de Fédo du 28 au 31 août à 20h au théâtre Premier Acte, 870 avenue de Salaberry. Entrée 15 $. Le 29 septembre prochain, pourquoi ne pas courir pour une bonne cause? La course de la Cité Limoilou vous invite à découvrir le parcours le plus urbain de Québec. Peu importe votre niveau, allez-y à votre rythme et choisissez votre parcours de 5 ou 10 km. Les enfants pourront aussi participer au 1 km. Concentré sur la 3e avenue, la course de la Cité résolument urbaine vous offre une ambiance familiale et du plaisir garanti. Réservez votre dimanche le 29 septembre de 9h à 11h. Inscrivez-vous sur coursedelacité.ca. Les bénéfices recueillis iront à des organismes communautaires. Courez pour aider. Une collaboration de SDC 3e Avenue, Spectrum, Wix, Défi Entreprise, Brunet et CKRL. Aujourd'hui sur CKRL, à 8h, c'est l'émission Continuo. 3 heures de musique ancienne en compagnie de Denis Grenier. À 11h, les geeks contre-attaquent. Éric Lajoie, Simon Boucher et Michel Gauthier vous parlent des actualités geeks de la semaine. Et de 12h30 à 14h, les routes enchantées. Le parcours musical du dimanche avec Sandra Lamoureux, Denise Leclerc, Jean Perron et Raymond Michel. Bonne écoute. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour, comme on l'avait dit tantôt, parce qu'on est des gars de parole. Hein? C'est surtout les gars dans un studio. Ouais, c'est ça. Ils ouvrent pas la porte C'est la avant même la fin. affaire, Simon. Je veux juste donner une petite précision sur les nouvelles que je donnais avant la pause. Oui. On avait dit la BD The Star Wars, donc la vision originale de George Lucas. Oui. J'avais dit que c'était déjà sorti, mais je me suis trompé. Ça sort dans 2 semaines. Ça sort le 4 septembre. Ouais, et ce que je veux que tu fasses, Monsieur Trudeau, prof Trudeau, Mhm. c'est que tu mettes sur la page des Geeks contre-attaque la bande-annonce que tu nous as montrée pendant la pause. Oui, il y a une bande-annonce C'est- de la BD. C'est De l'épicness. le poil Incroyable. me lever ses bras pour une BD. Juste le logo. Le logo, Qui est complètement incroyable. différent Ouais. du logo de Star Wars. Ouais. Tout peut avoir l'air awesome avec une bande-annonce qui torche. J'ose dire geek porn. Hein? Mais ouais, pour les tripeux de Star Wars, c'est un must, là. Donc, voilà. Alors, hey, on va y aller avec des chroniques en vrac pour le deuxième demi-heure, ça vous tente-tu? C'est fou. C'est fou. Mike, Ok, fait que Mike, j'aimerais ça qu'on commence avec de quoi pour se placer comme un petit peu en malaise pour starter Un petit peu en malaise. un petit peu en malaise, genre. J'ai de quoi pour ça. Ok. Me semble un Ok. petit peu bizarre ou encore... Chronique de l'étrange. Alors, Philippe, ouais. qui usuellement nous fait des chroniques des pires choses qui existent, Habituellement. Ben, ça ou ressemble des, à ça. ou des chroniques historiques, bien sûr, des rubriques historiques, pardon. On verra ça tantôt. Ça, c'est pour tantôt. Parfait, donc, Dans le t'as monde, une chronique de l'étrange? dans le monde où on vit présentement, Oui. je peux vous affirmer que le blob existe. In the world. In a world where the blob exists. Le Blob? Comme dans le film Le Blob, là. Comme dans le film Le Blob. L'original avec Steve McQueen qui était comme weird ou Celui que tu veux, le remake toute la gang. qui était awesome dans l'église. Parce Parce que le gars que- se faisait péter en deux à travers le meuble. The Blob, c'est un de mes classiques. Le gars, il passe à travers d'un drain de 15 tonnes de lavabo. blob, ça te tente-tu? 15 tonnes de Blob pour vrai? Ça me ressemble un peu aux blobs dans le film, là. Mon Dieu. Ils ont trouvé dans les égouts de Londres récemment Oui. un fatberg. C'est comme un iceberg, mais de gras. OK. Dans les égouts de Londres de 15 tonnes qui bloquaient les égouts. Je connais un paquet de monde qui viennent d'arrêter leur brunch du dimanche maintenant. 15 C'était tonnes de gras. Composé de gras de cuisson et de lingettes humides pour bébé. OK, dans le fond, les lingettes faisaient en sorte que ça tenait ensemble. Oui, c'est ça. C'était comme le mortier puis C'est la comme le brique. c'était- gluten du blob.
Pour le détruire, les officiels de Londres ont dû passer 10 nuits consécutives à le... à mettre des jets de pression d'eau dessus. OK. Puis ils vont le récupérer. Ils vont récupérer le blob. Non! Ils vont s'en servir comme d'une arme. On ne devrait pas jouer à Dieu. Une fois l'eau extraite, on peut utiliser l'huile pour faire du savon, du biodiesel et même du carburant. Donc, le blob sera dans vos autos bientôt. Ah, ou dans nos savons. Craignez, pauvre mortel! Ou dans nos ports de peau. Hein. C'est encore pire. Ouais, hein, ça, c'est comme le blob. Comme ça, on va tous devenir une partie du blob. Mais on va devenir un collectif. Mais moi, j'ai une interrogation. Une grosse interrogation. Oui. Si on trouvait un blob de 15 tonnes en Grande-Bretagne, qu'est-ce qu'il y a en dessous des grandes villes américaines? Je pensais que t'allais dire New York et j'allais te répondre les Ninja Turtles. C'est une autre histoire. Ah, mais ça dépêche parce que je pense que les endroits les plus que le taux d'obésité le plus haut, c'est pas nécessairement les grands centres urbains. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus les centres ruraux. Mais je veux dire, c'est quand même un blob constitué essentiellement de fish and chips et de serviettes pour bébés. Ça doit quand même être moins épique qu'un blob constitué de Burger King et de Wendy's. Effectivement moins épique. Mais qu'est-ce qu'on a dans le plus épique, Mike? Parce que je suis sûr et certain qu'on a une chronique plus épique. Non. J'ai d'autres chroniques de l'étrange. Oh. Ah ouais? Okay. Je suis vachement étrange cette semaine. Continue, c'est-à-dire? Il y a des chirurgies esthétiques qui se font présentement au Japon et en Corée du Nord, puis t'en croiras pas tes yeux. Des chirurgies esthétiques. Tes oreilles, en fait. Ben, mes yeux, parce que je te vois, ben, les oreilles pour les auditeurs. Des chirurgies esthétiques, pour 1000 $, tu peux faire modifier tes lignes de la main. Ben oui. J'aime ce silence-là. Et dans la catégorie geste inutile de la semaine, les nominés sont... Ah! Il y en a rien qu'un! Se faire changer ligne de la main. Quoi, ça sert? Il y en a deux. J'en ai une autre chirurgie après. Ouais, mais on commence par celle-là, OK? OK. Et parce que ils croient que en faisant changer tes lignes de la main, tu peux changer ton destin. Exact. Pour avoir de la luck, de la chance. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, ils doivent prendre un scalpel électrique pour ça. Car si tu prends un scalpel au laser ou un scalpel standard, la ligne est trop claire et ça n'a pas l'air naturel. Donc, ça éloigne la loque. Donc, c'est ça, le destin n'est pas fourré par votre nouvelle... Alors, t'as un gars qui a fait 2 cours à l'université qui était pas rapport avec l'autre, qui était un chiromancien puis un chirurgien, puis pendant ce temps-là, il était là... Il est un chirurgomancien. Mais encore pire... En Corée du Sud, tu peux payer, je sais pas, le montant exact pour avoir un duck face permanent. Ça va mal dans la vie, là. Peut-être expliquer aux gens à la maison, c'est quoi un duck face? C'est la petite face cute qu'on fait en... cute en guillemets. On exclut la personne qui parle. Hein? Non, j'ai pas de duck face dans mon Facebook. C'est les faces de filles douches qui parlent avec les photos qui font comme s'ils étaient en train de donner un bec à caméra, mais que dans le fond, ils ont juste l'air d'avoir pris de quoi de trop sûr. C'est... OK? Merci pour l'explication, c'est très précis. Et ça avec la peau de couleur Doritos, bien entendu, ça c'est nécessaire. Donc, non, c'est... Une chirurgie de duck face... permanente en Corée du Sud, donc Eric, si ça t'intéresse, c'est là faut que t'ailles. Non, je préfère encore me faire changer ligne de main aussi pointless ce soit que de me faire J'ai une dernière chronique de l'étrange. OK. Quickie. Un Chinois. Oui. Il a essayé de passer en douce sa tortue domestique à l'aéroport en la dissimulant dans un hamburger de chez PFK. Il a passé sa tortue pour une boulette de steak. Le nouveau Double Down à saveur de tortue. Quand les douaniers l'ont vu passer ses rayons X, ils ont demandé... C'est le fast-food le plus lent de l'univers! Ils ont demandé qu'est-ce qui se passait avec cet hamburger-là. Le gars, il a répondu, il n'y a pas de tortue là-dedans, juste un hamburger. Et il n'y a rien d'étrange dans ce hamburger. Ben oui, t'insistes. C'est la première analogie que tu fais. Il n'y a pas de tortue dans ce hamburger! Et quand il était interrogé sur la question, il voulait simplement voyager avec son animal de compagnie favori. Merci, Philippe. Merci, ça fait Wow. Wow. Ah, Mike, s'il te plaît, donne-moi de quoi qu'il y a plus de virilité. Ouais, plus de virilité, s'il te plaît. Chronique Ma préférée.
Ah, fallait que je me lève debout, là. Fait du bien. Fait du bien, hein? Ok, t'as peu. Ça me passe dans les veines Es-tu comme prêt? faut, là. Oui. Vas-y. Stimule la circulation sanguine. Ok, ben pour stimuler la circulation sanguine, Oui. Eric, tu sais que ça prend de la viande? Oui. Bon, savais-tu que tu pouvais acheter maintenant de la viande de dragon en canne? Hein? Think Geek, le site internet Think Geek, le seul et l'unique, bien sûr. vend présentement de la viande de dragon pré-cuite et légèrement carbonisée en canne pour 12,99 de la canne. Oui, de Dragon de Komodo? Non? Ah, t'as peu, ça, j'y viens. Ok. Maintenant, la boîte contiendrait 100% de la valeur quotidienne requise en ravage, terreur infernale, destruction et magie. Peut contenir des traces de rage. Ah, ouais. Ça peut aussi contenir des traces de poésie et de ballet. Ah. C'est ça qui est marqué sur la canne, donc je ne suis pas responsable. Mais déception. Et je peux dire, hey, fais-moi un spoiler alert juste pour le fun. Un spoiler alert juste pour le fun, parce que oui... Je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a dans la canne. Spoiler alert. Ouais, si vous croyez encore à la magie, s'il vous plaît, arrêtez d'écouter maintenant. Spoiler alert, voilà! Alors, on va révéler le secret du dragon en canne. Donc, si vous payez 12,99 pour vous acheter une canne de viande en dragon, sur Think Geek, ça contient une tête de dragon en peluche. Je viens d'annuler toute l'épicness de toute ma chronique. C'est pour la canne, puis c'est une tête de dragon en peluche qui est comme coupée. Okay. Par un chevalier, peu importe. Donc, c'est ça qu'il y a dans la canne. Bon, je pense qu'on va passer à d'autres choses. C'est fini, moi. Alors, Monsieur Trudeau. Pas assez Ben Affleck. Il fallait parler de... OK, Simon. Ça va faire. Simon, regarde, qu'est-ce qu'on va faire, là? Oui. On va te récompenser d'avoir subi ça avec moi, parce que moi aussi, je l'ai subi. Mais écoute... mais je trouve que l'idée est awesome. C'est juste que c'est pas épique un coup, tu le sais. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu un spoiler alert. C'était pas pour rien. Ça. Ouais, c'est ça. Monsieur Trudeau, je vais vous faire un cadeau double. Double. Okay. Tout d'abord, je vous laisse introduire la deuxième... Quoi? La deuxième chanson de la semaine, Mikey Boy, s'il te plaît. La chanson de la semaine 2! Ça, c'est la partie 1 de mon cadeau. J'annonce la partie 2 après la chanson. Très bien. En honneur de la nomination, en fait, de la confirmation de Ben Affleck en tant que Batman dans le prochain film de Superman, je me suis dit qu'on pourrait quand même écouter un peu de la trame sonore du premier film de Man of Steel quand même. C'était une bonne trame sonore. Très bonne. Et petite anecdote sur le son de la musique de Superman. Vous savez que Richard Donner, qui était le réalisateur de la première des premiers films de Superman avec Christopher Reeve, les deux premiers, a toujours soutenu que la trame sonore de John Williams, la toune, écrivait en musique le mot Superman. Disait, il peut pas avoir de meilleure musique de Superman parce que cette chanson-là dit Superman en musique. Ouais, mais la musique actuelle, la trame sonore de Man of Steel, moi je soutiens qu'elle dit Up, Up and Away. Si vous écoutez la musique, qu'est-ce que la musique fait? Je soutiens que ça dit Up, Up, Up and Away. Et pour le prouver, eh bien, on va prendre la musique la toune de vol de Superman, la première fois qu'il découvre comment voler. Alors, Mikey, c'est quand tu veux. Ah, c'est pas ça. D'accord. What are you going to do when you are... Non, flight. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est Hans Zimmer, ça, qui fait la trame sonore. Hans Zimmer qui fait la trame sonore. Et elle joue, ça paraît pas. Mais elle joue. Ah, ok, elle joue... c'est pas parti encore. Voyons. Donc... Qu'est-ce que ça passe-t-il, Lucille? Superman! Je l'ai fait pour vous autres. Hein? Donnez du temps à Mikey, ça a bien marché. En fait, elle joue présentement. OK. C'est juste que c'est pas fort, c'est ça? Ah! OK, lève-la, c'est bon. C'était pas fort.
Alors, oui, voilà. Donc, c'était la trame sonore de Hans Zimmer de Man of Steel. Yes, la pièce Flight. Oui. Et, partie 2 de mon cadeau à toi, Prof Trudeau. Je t'offre cette chronique. C'est-à-dire, est-ce que tu peux me partir une chronique qui n'appartient pas nécessairement au Prof Trudeau, mais... en passant, moi, je pense qu'il y a de la musique... La chronique télé avec Laurent Maheu. Et oui, je vole la chronique télé de Laurent Maheu. Yes. Parce que vraiment, j'ai demandé aux geeks autour de la table et il semblerait qu'on ait fait un crime contre la geekitude ici à l'émission. Un crime par omission. Par omission. On n'a pas parlé de quelque chose qu'un phénomène qui est en train de ravager la culture geek, mais non seulement la culture geek, environ toute la culture télévisuelle. J'ai parlé, bien entendu, de la série télé Breaking Bad, je pense qu'il existe une version française qui s'appelle Le Chimiste, ou quelque chose comme ça. C'est Le Chimiste Breaking Bad. OK, c'est Le Chimiste Breaking Bad. Si vous n'êtes pas en train de regarder ça, vous êtes en train de vous priver de quelque chose d'assez remarquable. Qu'est-ce que c'est cette émission-là on arrive à la fin. On arrive à la toute fin, c'est pour ça que j'en parle, ça vient tout juste de recommencer et il reste quelque chose comme 6 épisodes avant la fin finale de cet épisode-là, de cette émission. Qu'est-ce que c'est cette émission? Bon, ça commence d'une certaine façon et à chaque saison, ça progresse un peu plus loin. Donc, je vais vous donner le synopsis de la première saison, histoire d'éviter les spoilers alert, bien sûr. Comment ça commence? C'est l'histoire de Walter White, qui est un professeur de chimie au Texas, aussi au Nouveau-Mexique ou au Texas? En tout cas, dans le sud des États-Unis. Ouais, je pense que c'est le sud de la Californie ou au Nouveau-Mexique. Je pense que c'est le Texas, moi. De toute façon, il est en train il est prof de chimie et c'est un brillant chimiste et qui s'est retrouvé cantonné à donner des cours à des étudiants qui s'en foutent et qui n'aiment pas sa vie, qui n'aiment pas sa carrière. Bref, il est un peu malheureux, mais il y a quand même une femme qui l'aime, mais qui le contrôle à la maison et un fils handicapé qu'il aime beaucoup. Sauf qu'un jour, Walter va se voir diagnostiquer un cancer des poumons. Et vu qu'il lui reste grosso modo 1 an à vivre, il va essayer, pour donner des beaux jours à sa famille, de trouver de l'argent rapidement. Pour payer ses traitements. Pour permettre à sa famille d'avoir quelque chose. Ouais, c'est ça. Et ce qu'il va trouver pour pouvoir faire de l'argent très rapidement, c'est de concevoir, parce que c'est un brillant chimiste, concevoir la meilleure et la plus pure, le meilleur et le plus pur crystal meth qui existe au monde et de le vendre. Il va donc devenir un dealer et un conceveur de drogue. Il va aller chercher un de ses anciens cancres, un des anciens élèves qui a quitté sa classe pour se familiariser avec le milieu de la drogue. Et ça commence tout petit. Ça commence avec des petits deals, mais son produit est tellement bon, ça se met à attirer les gros bonnets de la drogue aux États-Unis et bien à l'international. Ça attire le cartel du Mexique, ça attire. Et là, on est rendu à la saison 5, on est rendu dans les derniers épisodes. Et vraiment, cette situation-là a décuplé. Ce qui est intéressant dans cette série-là, et pourquoi cette série-là est si intéressante que ça du point de vue geek, c'est que c'est pas une série sur le cancer ou une série sur même une série sur la drogue. C'est une série sur les super vilains. C'est une série où on étudie le cas d'une personne qu'on sait être une personne décente, une bonne personne, et qui devient graduellement un super vilain. Et pas juste un méchant, un super vilain. Ça devient un génie du mal. Walter White est de plus en plus, et on le suit depuis le début, alors qu'il est tout petit, on sent qu'il est un peu éteint, il est mal à l'aise tout le temps, et soudainement on voit son alter ego émerger, cette espèce de personnage qui s'est inventé, qui est son personnage de dealer de drogue qu'il appelle Heisenberg, selon le principe d'incertitude d'Heisenberg, et qui devient une légende du crime au Texas. Et pour compliquer les choses, son beau-frère est un des membres dirigeants du DEA, le Drug Enforcement Agency, aux États-Unis, ce qui fait que juste à côté de lui, il y a la personne qui est le plus en mesure de mettre des bâtons dans les roues. Et c'est bon, les personnages sont écœurant. L'écriture de cette série-là. Et aussi, l'acteur, c'est Bryan Cranston. Bryan Cranston, qu'est-ce qu'il avait fait avant? Le seul rôle vraiment que tout le monde avait remarqué, c'était le père de Malcolm dans la série Malcolm in the Middle. Ben oui. Et c'est une révélation, cet homme.
toute la série ou presque repose sur son jeu. C'est pas entièrement vrai. Il y a quand même d'autres acteurs qui sont très performants là-dedans. Mais le personnage de Walter White qui est interprété avec ultime brio par Bryan Cranston, qui reste un personnage qui est, on le sent, extrêmement fondamentalement bon, mais qui est poussé. Au début, c'est par désespoir, par nécessité, il est poussé à faire des choses horribles, mais plus ça va, plus il prend goût, et on sent que il y a comme une dépendance, il développe une espèce de dépendance à avoir le contrôle sur sa vie, il devient un peu un control freak. Il devient mais pas juste un control freak, il y a un moment donné dans la série, on lui demande parce qu'il y a plusieurs opportunités d'abandonner, parce que ça part dans toutes les directions, il y a plusieurs opportunités dans la série d'abandonner la vente de la drogue, et on lui demande si on donne beaucoup d'argent, tout l'argent dont tu as besoin, plus que l'argent dont tu as besoin, est-ce que tu arrêtes? On peut te donner ce que tu avais besoin au début, puis arrête d'en faire. Elle se dit, est-ce qu'on est dans la business de l'argent ou dans la business de la drogue? Et il arrête et il répond, non, je suis dans aucune des deux, je suis dans la business de l'Empire. Lui, ce qu'il veut, c'est rétablir son nom. Il devient finalement, comme je dis, un super vilain. C'est bon, c'est une étude du comment on perçoit le mal. Des fois, là, le personnage va se rapprocher dangereusement de la ligne où il est impardonnable, même que pour certains, il a déjà franchi cette ligne-là. J'ai hâte de voir. Moi, j'ai eu une saison et quelques épisodes de fait. Et pour ceux qui ont jamais vu la série, là, si vous êtes pas hooké après, si vous êtes pas hooké après les 10 premières minutes, là, tu sais, donnez 10 minutes de votre vie à Breaking Bad. Juste l'intro, et tu te dis comment ça va se rendre là. Oui. Ça m'a hooké tout de suite. Ça a pris même pas 10 minutes, j'étais hooké à la série. Et il y a plusieurs techniques qui sont utilisées dans la série pour justement remettre pour permettre de hooker le monde le plus rapidement. Entre autres, ils utilisent beaucoup le phénomène de mettre en introduction des images ou une séquence qu'on comprend absolument pas jusqu'à la toute fin de l'épisode où on explique c'était quoi le début. Ou la fin de la saison, dans le cas de la saison 2, je pense. On met la fin de la saison au début du premier épisode, puis la question c'est comment on va se rendre là, puis c'est quoi ça. Et tous les épisodes sont remarquables, mais il y en a qui sont juste à se lancer dans les murs. C'est une série, ça a gagné des prix, ça fait des années ça fait plusieurs années déjà que ça gagne prix sur prix. C'est meilleure interprétation dramatique pour Bryan Cranston. En ce moment aussi, il est en train de se passer quelque chose. L'actrice qui joue la femme de Walter White, Skyler, dans la série, et c'est visiblement le seuil d'honnêteté et de moralité du personnage de Walt, mais tout le monde la déteste. En fait, elle a reçu jusqu'à des menaces de mort. L'actrice a reçu des menaces de mort. Ah, ça c'est typique. Tellement les gens détestent son personnage. Et pourtant, son personnage est très bien joué. Il est super conséquent. Puis plus ça va dans la série, plus elle devient comme le dernier bastion d'humanité de White. Alors pourquoi est-ce que le monde la déteste? C'est normal. Si c'est bien acté, le monde va haïr. Si c'est mal acté, le monde a de l'indifférence. C'est très difficile à dire parce que moi, se faire haïr, faut être bon acteur. Ouais, mais elle, je suis pas sûr qu'elle-même comprend pourquoi. Je pense que le gars qui fait, en fait, là, le Jack Gleason qui fait Joffrey dans Game of Thrones est un très bon acteur pour le faire à un point tel où ce qu'on a envie de le tuer avec nos propres mains. Je suis très d'accord avec ça. Je comprends pourquoi Jack Gleason est menacé de mort. Je ne comprends pas pourquoi la femme de Walter White, l'actrice qui joue cette femme-là, est menacée parce qu'elle joue très bien et elle joue quelqu'un de bon, de fondamentalement bon, mais amené en tout cas. Ah, puis ce que j'ai aimé, pas trop faire de spoiler, on parle vraiment des premiers épisodes puis du setup de la série, c'est de voir le gars qui a une vie rangée normale, qui essaie d'avoir une vie de criminel, mais tu sais, qui essaie à tâtons. Et il sait pas comment. Il sait pas comment et essaie de cacher ça à sa famille en gardant un front de vie normale, de gars qui va donner ses cours. Quand les deux univers clashent et passent très proches de se croiser, puis là j'ai juste vu peut-être une vingtaine d'épisodes là. Et écoute, c'est rien que ça là, c'est quelque chose de trippant dans cette série. J'ai 2 nouvelles relatives à Breaking Bad à vous dire. En plus? Oui, en bonus. En bonus? Il y a un épisode qui s'est fait de la série mythique Mythbusters. Récemment, il y a 2 semaines, il est passé aux États-Unis l'épisode spécial intitulé Mythbusters. Oh! Où Jamie et Adam ont testé des mythes des comme... mythes de la série. Oui, des mythes de la série comme... Qu'est-ce qui se produit quand on essaie de dissoudre un corps à l'acide hydrochlorique dans un bain? Ce qui arrive très très fréquemment dans la série. Je vous compterai pas le nombre de monde qui disparaissent dans des barriques d'acide dans cette série. Et les propriétés explosives
un truc relatif au mercure. Alors, ben, c'est qu'il y a une passe d'un épisode de la première saison où ce qu'il va on fera pas spoiler, on va juste dire qu'il se sert de la chimie pour créer une diversion. Il se sert toujours comme de la chimie. MacGyver. Ouais, c'est ça, comme MacGyver. Puis là, on monte dans Mythbusters, dans le fond, si ça fonctionnerait pour vrai, la méthode qu'il a utilisée. Voilà. Autre nouvelle relative. Au Comic-Con de cette année, Oui. Bryan Cranston était présent. Et il était déguisé en nul autre que son personnage. Et non pas avec sa face. Il y avait un masque de sa face Par-dessus sur sa tête. face. OK, puis il a enlevé son masque, puis c'était Bryan Cranston. Ouais, non, mais les gens savaient pas. Fait qu'ils serraient des mains. Et tout le monde dit, hey, ton costume de Breaking Bad est malade. Mais en fait, c'était Bryan Cranston. C'était lui. Et j'ai une dernière petite nouvelle de même, étant donné que c'est totalement thématique avec la chanson. Si Ben Affleck a signé pour être Batman, devinez qui est considéré pour faire Lex Luthor. Bryan Cranston, j'en ai entendu parler. Et ce serait malade. J'aimerais aussi qu'il fasse dans le film Half-Life, même s'il est trop vieux. Ouais, Gordon il ferait Freeman, un excellent Gordon oui, Freeman. mais je sais pas si... Non. À moins que le film d'Half-Life se passerait plus tard, mais peu importe. Sur ce, on va y aller pour une autre petite pause. Hey, merci à passant pour cette splendide chronique sur Breaking Bad. Et je vais continuer finalement. J'avais arrêté de les écouter pendant un bout, mais là, faut que je continue, faut m'en mettre dedans. C'est trop malade. Avant de me faire Et on a spoiler ça. réparé ce crime contre l'humanité qui était de la faute à Laurent Maheu parce qu'il n'avait pas parlé. Pas encore. C'est ça. Et C'est de sa faute. On a fait de l'omission d'émission. Ça se dit bien, je trouve, ça roule. Mais non, c'est ça, il va falloir que je continue parce que là, je vais me faire spoiler toute la série sur Internet. Spécialement que ça finit dans 6 semaines et que l'Internet va être en feu. Implosé. Et j'avais réussi à éviter les spoilers de Lost une fois, quand ça avait terminé dans le temps, mais là, c'est peine perdue, là, je ferai pas ça de Breaking Bad. Donc, messieurs, dames, on part pour messieurs, tout court. Ben, portez le chapeau si ça vous tente. Il y a des dames qui nous écoutent aussi, Eric. Ben oui, ok, oui, c'est vrai, parce que je parlais pas juste au monde dans le studio. Messieurs, dames et autres, on vous revient après cette pause de 3 minutes pour la 3e tiers, ainsi qu'un invité spécial. Vous écoutez CKRL 89.1. Québec. Le vendredi 6 septembre, c'est le dévoilement de la programmation automne-hiver 2013-2014 de CKRL. À 17h, Tania Beaumont reçoit vos animateurs préférés et les petits nouveaux. 18h30, c'est l'équipe de l'émission 100% Dynamite avec la collaboration spéciale de Jean-Sébastien Grondin. 19h20, c'est le tirage du pré-membership d'un panier cadeau d'une valeur de 200$. 19h30, XL3 en spectacle avec Denis Barry, Alain Audet et Régent Julien. Et à 20h30, Michel Dubois anime un spécial Rue d'Auteuil devant public avec la prestation de Peter Shank et le Blues Avalanche et mettant en vedette Sugar Boy. Le lancement de la programmation automne-hiver le 6 septembre à 17h dans nos studios au 405 3e avenue Limoilou. Venez faire un tour et essayez la CKRL, notre nouvelle bière. Poil et Plumes, une animalerie sympathique et professionnelle pour prendre soin de vos animaux grands ou petits avec de la nourriture de qualité et des accessoires originaux et durables. Poil et Plumes, si la santé de vos animaux vous tient à cœur et que vous les aimez comme on les aime. Poil et Plumes, situé au 569 3e avenue à Limoilou et au 597 rue Richelieu. Livraison gratuite les mardis et jeudis soirs. Devenez ami de notre page Facebook et profitez de nos judicieux conseils. Poil et Plumes, 88 977 23 91. Le balcon est en ville au Québec. Le monsieur est sur le balcon, la peau est sur le monsieur, le moustique est sur la peau, le virus du Nil est dans le moustique. Mais que faut-il faire pour que le virus du Nil qui est dans le moustique, qui est sur le monsieur, qui est sur le balcon, qui est en ville au Québec, ne soit pas attrapé par ce monsieur? Il devrait simplement mettre du chasse-moustique et porter des vêtements longs, de couleur claire. Le virus du Nil est en ville. Protégez-vous. Un message du gouvernement du Québec. Où se trouve la ville, le balcon, le monsieur, la peau, le moustique et le virus du Nil? Aujourd'hui sur CKRL, à 8h, c'est l'émission Continuo. 3 heures de musique ancienne en compagnie de Denis Grenier. À 11h, les geeks contre-attaquent. Éric Lajoie, Simon Boucher et Michel Gauthier vous parlent des actualités geeks de la semaine. Et de 12h30 à 14h, les routes enchantées.
Le parcours musical du dimanche avec Sandra Lamoureux, Denise Leclerc, Jean Perron et Raymond Michel. Bonne écoute. De retour de la pause, revoici les geeks contre-attaque! Fin du roulement de tambour simulé en 16 bits. Et nous sommes de retour, bien entendu. Hey, en passant, merci encore. Tu me redonnais le goût de finir Breaking Bad, Monsieur Trudeau. C'était, écoute... Ah non, je vais continuer ça. Je vais attendre une journée qui fasse moins beau, là. Et je vais la commencer grâce oui. à cette chronique. Ouais, c'est ça. Donc, stay tuned, c'est recommencé, ça achève. C'est le fun quand une bonne série a une fin qui est reliée à... qui permet de finir en beauté complètement selon les désirs des writers. Pas comme Firefly et d'autres séries qui ont été avortées de façon ridicule, genre Arrested Development. Peu importe. Donc... Mikey? Oui. Excuse-moi la transition. Mikey, peux-tu répondre à ce silence bizarre? C'est parce qu'il y a eu un mot visuel, mais là, vous l'avez pas entendu. J'ai fait une grosse transition dramatique, puis j'avais comme rien à livrer au bout. Non, c'est ça. Donc, Mikey Boy, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous présenter le prochain thème? Ben, accueillons notre invité. Ben oui, tout à fait. En bonne et due forme. Les geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine! Et oui, alors, on a un invité cette semaine. Et je vais laisser Air Doctor, le pyrologue Philippe Jacques, nous le présenter lui-même. Oui, parce que j'ai invité quelqu'un qui est relatif à mes chroniques. J'expliquais tantôt, mais j'ai invité mon garagiste. Ok, je pensais de dire relatif à des chroniques. D'habitude, tu parles des pires affaires, donc c'est le pire de tes chums. Non, c'est mon meilleur garagiste et c'est un de mes meilleurs chums. Ok. Donc, c'est un geek undercover qui se cache dans la société, dans son garage. Et c'est Yann Boissonneau, bonjour. Bonjour. Ouais. Yes. Et tu vas nous faire une belle petite chronique. Une chronique historique. Ça me prendrait un thème, mon mec. La Geek Contre-Attaque vous présente la rubrique historique avec Philippe Jacques. Ainsi que son invité. Nice. Donc, une rubrique historique. Oui. Yann, je te laisse faire ton introduction sur cette chronique. Parce que tu lui faire l'introduction en plus. Ben oui. Je suis gentil. Alors, Yann, tu vas nous parler de quelque chose qui nous tient à cœur, d'une compagnie tous les deux, mythique. Effectivement. C'est quoi tu nous parles? On va parler de ID Software. Son nom c'est id Software. Exactement. Oui. C'est cette compagnie qui a fait de moi... Non, fais-le comme ça. Ok, quand même. On va l'avoir. Non, ça reste en face du micro, ça va bien se passer. C'est la compagnie qui a fait de moi un geek. Dans les années 90. Moi, j'ai contribué à faire de Philippe un geek aussi. Effectivement. Ben oui, c'est sûr. Ça paraît plus aujourd'hui parce que ce gars-là, il est tellement undercover. C'est lui qui m'a montré comment Internet ça marchait dans le début des années 90. Puis à cette heure, il comprend plus comment ça marche. Donc, ID Software, ça, c'est ceux qui ont créé un genre. Oui, ils ont créé un genre, surtout un first-person shooter. Oui, le premier. Le premier, là, on parle de... Le premier, on parle de Wolfenstein 3D. En premier. Wolfenstein. Avec la version... ils ont comme sorti un package avec ça, Spear of Destiny. Oh, ok. Un pré-DLC. En fait, ils ont aussi sorti le concept de donner en share, le concept de shareware. Un partagiciel en français. C'est ça, merci Yann. Merci, tabarnak. On fait même pas attention nous autres, c'est les invités qui nous reprennent sur nos anglicismes, ça va bien. Donc, un partagiciel, bien sûr. Donc, le principe, c'est de donner une partie du jeu gratuitement en ligne, ainsi le reste est libre à la personne de payer pour avoir le reste. Si t'aimes le jeu, t'achètes, puis c'est tout. Puis comme Doom, t'avais le premier épisode gratuit, les 2 autres épisodes étaient payants. Exactement. Donc, on commence par la genèse. Là. ID Software, ça a commencé comment? Vous avez de l'information là-dessus? Ça a commencé avec John Carmack puis John Romero, les deux John. Ah, John Romero et Daikatana, c'était bon. Non.
J'en ai déjà parlé, c'est une autre histoire. Ouais, vous lirez ça, vous lirez là-dessus, c'est awesome. High on Storm puis tout ça. Ah oui, c'est... Bref. Non, mais le gros fait, c'est que les deux John ont travaillé à la même place, à la compagnie Softdisk. Ils se sont fait approcher toutes les deux par... j'ai pas noté, excusez, le nom du personnage. Du gérant, tout simplement. Puis ils se sont fait engager toutes les deux parce qu'ils étaient... À la base, les deux John, c'est des bombes d'informatique. OK. Ah oui, des bombes, des outlaws, là. Ben, tu sais, qui se foutent de tout le monde un peu, puis tout ce qui est important, c'est d'être sur mon ordinateur. Oui. Tu sais, c'est eux autres qui ont comme amplifié le mouvement dans les années 80. OK. De la piraterie informatique. À peu près ça, si tu veux. C'était des bad boys. Exactement. OK, ouais. Mais eux autres, leur trip, c'est justement de faire l'impossible. OK, ouais, c'est ça. Ah, on peut pas faire ça. Checkez-nous bien aller. Exactement. C'est ça. Comme quand ils travaillaient à Softdisk, ils ont refait le jeu Mario 3 pour PC. Dans le temps, avec les PC, c'était impossible d'avoir un jeu de plateforme comme ça. C'est vrai que les ports étaient pas très... Exactement. Parce que le scrolling, c'est... Simon Trudeau, le déroulement ne se faisait pas sur PC à cause les cartes graphiques le permettaient pas. Sans compter que chaque port qu'il y avait eu à l'époque, là, que ce soit de Atari à chaque port. Ouais, on va dire un port là. Chaque version alternative d'un jeu sur une autre plateforme. Donc, était pas un succès. On s'entend que quand on a tenté de prendre de Pac-Man de l'arcade ou Donkey Kong, on l'amenait au PC, c'était différent. Et la version au Nintendo était différente aussi. Version Atari était différente. Et encore là, on disait que c'était impossible. Comme des jeux différents. C'était impossible de faire du scroll. On va y aller en parenthèse. Mais John Carmack a prouvé que c'était possible. Les deux John ont prouvé que c'était très possible. Surtout Carmack, qui était assez... il travaillait la nuit. Il faisait des doubles chiffres pour ça. Okay. Ils ont réussi à faire le jeu Mario 3 au complet pour PC. Puis en fin de compte, ils l'ont envoyé à Nintendo. Nintendo leur ont renvoyé une belle petite lettre. Ils ont dit, c'est beau les gars, bravo, vous avez bien travaillé, mais non. Tout simplement. Pas vraiment intéressé. C'est ça. C'est là qu'on peut voir que Nintendo reste boqué en faisant la Wii U. Ouais, non, c'est ça. Puis il avait fait pareil avec un projet de refaire Chrono Trigger. Puis ils veulent pas faire de film de Zelda. Puis non, c'est ça. Ils veulent avoir le contrôle complet de leur... Bon, assez parlé de Nintendo. Un film de Zelda, je suis pas sûr de toute façon. J'aime mieux qu'il n'y en ait pas, honnêtement, parce que ils vont faire parler Link. Excuse me, Eric! Non, mais tu sais... Ça pourrait être très bon. Non, c'est pas si Link parle, ça marche pas. Sur ça, continue. J'ai perdu le fil de mes idées avec tout ça, c'était magique. On est au début de la genèse. Ouais, on est au début. Ils viennent d'envoyer leur jeu à Nintendo. Ouais, Nintendo vient de dire pas vraiment intéressé, t'as ça une parenthèse. Exactement. Bon, tout ça pour dire que les gars, ils ont travaillé ensemble un grand bout, avec Tom Hall aussi, et puis Adrian Carmack, qui a aucun lien de parenté avec John Carmack. C'était le designer, tout simplement, du jeu. Fait que les gars, ils se sont tous loués une maison. Okay. Au Texas, sur le bord d'une lac, d'un lac, là, quelque chose de même. Il n'y a pas beaucoup de lacs au Texas, mais ça se peut. On dit ce qu'on a lu. Ouais, ok, c'est bon. Je dis juste ce que j'ai lu. Alors, ils se sont loués une maison, puis les gars, ils empruntaient les ordinateurs pour la fin de semaine à Softdisk. Ils emmenaient ça chez eux. Puis c'est là qu'ils ont commencé à faire des jeux tels Commander Keen, puis les débuts de Wolfenstein aussi. Ouais. Donc ils empruntaient les ordis à leur boss sans le dire. Puis le lundi matin, très de bonne heure, ils remettent tout ça. Hein? Il s'est rien passé. Hein? Parce que à Softdisk, faut le dire, parce que eux autres étaient programmeurs à Softdisk, puis il y avait leur place à eux autres. Ils étaient pas dans la même bâtisse, il était comme une petite bâtisse à quelque part plus loin. Puis c'était toujours noir, puis c'était des trolls de caverne, là. C'était des trolls de caverne, ouais, exactement. Donc, c'est cool. Tu peux pas faire ça avec tous les jobs, tu sais. Non. Tu sais, je veux dire, je pourrais pas partir de mon centre d'appel, d'aller chez nous, puis appeler du monde pour savoir s'ils vont bien chez eux quand la fin de semaine. À moins que tu fasses comme eux autres, puis tu piques ton stock la fin de semaine, puis t'en fasses la fin de semaine. Ouais, c'est ça, mais ça serait pas, ça serait vraiment, j'aurais pas de vie si je ferais ça ma fin de semaine. Je pense qu'il y avait pas plus de vie, ces gars-là, là. Il était passionné, il était à fond. Leur vie, c'est la passion des jeux vidéo. Exactement. Exactement.
Fait que ils ont commencé à, justement, Wolfenstein, avec Wolfenstein, ils ont commencé à avoir du succès. Ils ont commencé à faire la compagnie id Software. Ils ont eu du succès avec Commander King. Oui, en fait, 6 épisodes, on s'entend que c'est quand même notable. Là. Oui, tout à fait. C'est en partage logiciel. En partage logiciel, effectivement. Non, puis les Commander King, ça a été une belle réponse à tous les jeux Sierra, dans le fond, là, qui étaient, c'était peut-être des seuls, une des seules franchises de jeux qui a été comme une compétition aux différentes séries de Sierra. Là, on parle de King Quest, on parle de Space Quest, on parle de... peu importe. Puis c'était pour répondre à Nintendo aussi, là, avec le jeu de plateforme. Effectivement, ouais, c'est ça. C'est comme leur version de Mario Bros, si on veut. Exactement, exactement. Ok, ouais, ça, c'est, ouais. Après Commander King, ils ont fait Wolfenstein, le premier first J'ai-tu shoot. parlé à travers mon chapeau, moi, là, parce que là, je me rappelle plus ça si c'est t'arrive bon souvent, jeu. mais c'est pas grave. Commander King, c'est un scroller. Ouais, c'est un scroller. Ah, ok, je mets des jeux. C'est beau. J'ai rien dit. Eric, tu t'en sortiras pas. Ah, non. Ah, ça y est. Bravo Yann, t'as out-geeké notre animateur. Ça me fait plaisir. Mais tu savais que Wolfenstein était à l'origine Castle Wolfenstein, qui était une franchise en fait, c'était pas une franchise pantoute, c'était un jeu d'ordinateur qui existait, qui ressemblait à un petit jeu d'Atari. Style Prince of Persia, les affaires de même. Et eux autres se sont rendus compte que la licence était rendue publique. Donc, ils ont piqué la licence, ils se sont dit, c'était tellement hot ce jeu-là qu'on va en faire notre version, et ça a donné Wolfenstein 3D. Ouais. Et le gars qui a créé Castle Wolfenstein, quand il a vu ça, il les a tellement trouvés hot qu'il leur a signé les droits. Carrément. Il les a donné le jeu, tout simplement. C'est ça. Ah ouais, tabarnouche. Mais ça a été, écoute, Wolfenstein, ça a été révolutionnaire. Là. Je veux dire, c'est le premier shooter 3D. Parce qu'il y avait, avant ça, à Softdisk, il avait fait la première version de jeu 3D qui ressemble à un first-person shooter. Ça s'appelait World of Tank. Quelque chose du genre. Je parle un peu. Ouais, de quoi? C'est un jeu de tank, bref. Okay. Overtank. Overtank, ouais, c'est ça. Overtank, exactement. Et c'est à partir de cet engin-là que Carmack a développé Wolfenstein, parce qu'il s'est dit, je pourrais faire un jeu mieux que ça pour Softdisk, mais on va se garder ça pour nous autres, notre compagnie naissante, id Software. Et ça a été quoi le premier release d'id Software? Le premier release, ça a vraiment été Wolfenstein, je pense. Ouais. Là, Et après ça, on s'est enligné vers plus. Ok, bon, ben là, si on parle de s'enligner vers plus, on va faire une petite pause musicale. Je crois que tu nous as préparé de quoi, Phil, à ton tour? Yes, parce que on va... La chanson de la semaine 3! C'est intense de même. Donc, chanson de la semaine 3. C'est relatif à ce qu'on parle et à ce qu'on va parler au retour de la pause. C'est une chanson tirée de Doom 3, de Doom 3, classique Doom 3. Donc, c'est les tableaux de Doom 1 faits en engin moderne. Et ça s'appelle Phobos Anomaly. Par le groupe Tom Monk. Ok, c'est parfait.
Oh, alors, ce doux mélange de musique raffinée et douce pour jouer à Doom. C'est Phobos Anomaly, c'est tiré de Doom, c'est le premier boss du premier épisode. Ben bref, le premier boss, c'est pas deux Cyberdemons, mais deux barons à faire. Ouais, yes. C'est ça. Ah, ok. Ah. Hey, ce qu'on va faire, parce que moi, j'étais un fan de Doom de l'époque, mais moi, j'ai joué à Cassette Rouge, au Super NES. J'avais pas de PC, fait que j'ai joué à J'aurais pu Cassette choisir cette tune-là, cette version-là. T'as jamais joué au jeu PC, toi? Jamais? Non. Son PC est pas capable de jouer Doom présentement. Hey, ça va pas bien. Non, j'ai joué au jeu d'ID Software, principalement sur console. À Quake 2, j'ai joué sur PC. Okay. Mais sinon, c'était toutes les versions sur plateforme originale. C'est ça, c'est sur console, dans le fond, que j'ai joué, malheureusement. Mais reste que, tu sais, j'étais un fan de la compagnie quand même. Justement, on va parler du jeu qui a fait la pierre angulaire de toutes les first-person shooters qui ont existé. Bien sûr. Ouais, c'est ça, de tir à la première personne, bien sûr. C'est ça. C'est Doom. Doom. Ben, tout le monde a joué à Doom. Tout le monde a basé sur l'excellent film. Non? Il existe pas ce film-là, Eric. C'est pas arrivé. Donc, avec Judge Dredd puis Scorpion King dedans. On recommence plus jamais, ça. Ok, c'est correct, c'est bon. On continue, oui. Donc, Doom, oui. Doom excellent. a été le premier jeu en 3 dimensions. Pas au complet, mais c'était le premier jeu en 3 dimensions. Ouais, parce que les pièces étaient en 3D et les sprites qu'on appelle, c'est mon tour d'eau? Les sprites. Les personnages. Les personnages, les items par terre, ils étaient les plats, armes étaient plats. Ouais. Ils étaient 2D, tu voyais tout le temps de face. C'est ça. C'est toujours la même face. Tu tournes autour, puis tu vois tout le temps le même... C'est comme un village de Far West, dans le fond. C'est ça. C'est ça. C'est 3D, c'est des façades. C'est ça, si tu regardes de l'autre bord, ça tombe. Peu importe. Ou comme les rangs de face de dragon en illusion d'optique en papier, là, que peu importe tu te vires, ils te regardent tout le temps. Là. C'est weird de vous montrer ça maintenant. Peu importe, continue. Faut lui attendre un autre jeu pour qu'il y ait une évolution. Ben là, il y a eu toutes les... C'est vrai, il y a eu les après suites. Doom, là. Doom 2, Doom 2, il y a eu... Doom 64, qui était toutes des nouvelles maps aussi, je pense. Ouais, ben Doom 64, je pense pas que c'est ID Software. Non, pas en tout. Ok, c'était pas ID Software. Non. J'ai jamais joué à Doom 64. Il est bien, j'allais chez nous, même. Je t'invite un moment donné. Il était pas en dehors de la track tant que ça. Non, il était pas en dehors de la track, mais... Doom 64, c'est le premier jeu dans lequel j'ai eu peur. Il y a eu certains tableaux. Il y a des ambiances. J'avoue, alors, Prof Trudeau a eu peur. Dans un jeu. Doom 3, les fenêtres, les lumières baissées avec le son au maximum, je te dis, tu chies dans tes pantalons. Je connais quelqu'un qui est déjà parti d'à côté de moi parce qu'il a eu trop peur à cause Mais Doom 3 était quelque chose. Je le connais lui aussi. Ouais. Bon, bref, on poursuit. C'est ça, après Doom 2, il y a eu Quake en 96, si je me trompe pas. Il y a eu Quake, le premier jeu full 3D. Okay. Au complet, ennemis, items, tout ce que vous voulez, tout est en 3 dimensions. Ça a été un autre pierre angulaire du jeu. Oui, parce que c'est un des premiers vraiment en 3D complet, tout programmé par John Carmack sur un nouvel engin. C'est ID Tech 2. C'est ça. L'engin. Oui, bien sûr. Le gars, dans ce temps-là, il travaillait sur son ordinateur tout seul à l'engin. À cette heure, faire ça, c'est quasi impossible. Ouais, c'est impossible. En fait, c'est impossible, ça prendrait des années. Exactement. Avec les architectures d'aujourd'hui, c'est ça. Sans compter que puis Quake en plus ça a été le précurseur vraiment du shooter en ligne. Oui, ça a été un des premiers shooters en ligne. Il y a une version de Doom tu payais pour un add-on et tu pouvais gamer online. Ouais, c'est ça. Un ajout et tu pouvais jouer en ligne. Les Rocket Jump, ça vient de Quake, ça. Ouais. Le monde qui jump comme des lapins tout le temps pour pas que tu les touches puis qui court en zigzag. Et le mot Deathmatch. Le mot Deathmatch. Deathmatch vient de Doom. Qui l'a inventé? C'est John Romero. Exactement, Romero. Qui est la rockstar de ID Software. Mais, donc, après ça, ils ont poursuivi avec Quake 2. Quake 2, je trouve que c'est encore c'est un remake de Doom 1, je trouve, moi. T'es sur une autre planète. C'est ça, puis t'es encore un Space Marine. C'est pas des démons. C'est des robots, c'est pas des démons. C'est des extraterrestres, en fait. Des robots extraterrestres, bon. Après ça, il y a eu Quake 3 Arena qui a été... Dans le fond, Quake 2, c'est Doom le film. Arrête. Doom le film. Je veux plus, sinon je m'en vais immédiatement.
Quake 3 Arena, qui était un jeu complètement basé sur le deathmatch. Le multiplayer. Donc, qui... Avec un nouvel engin aussi que John Carmack a mis au point. Et mais... à ce jour, à QuakeCon, ils jouent encore à Quake 3. Encore? Ouais. Mais moi, j'ai été très déçu quand moi j'ai vu Quake 1. Quake 1 qui était un monde exactement. gothique de château médiéval C'était complètement avec des démons. C'est devenu sci-fi dans le Ouais, deuxième. c'est ça, on n'a pas compris cette passe-là. Ouais. Il y a eu après ça Return to Castle Wolfenstein. Oui, qui était excellent. Qui était très bon, effectivement. Bon. Il y a eu Doom 3. Oui. C'était quand même bon. Il était à bon, part mais la passe de la flashlight là, que tu peux pas taper sur ton cas. Ouais, mais ça fait partie du gameplay. Ouais, c'est soit t'es efficace, soit tu vois. Une flashlight en 2097, je sais pas. En tout cas. Encore avec des Duracell dedans. C'était l'élément de gameplay qui était hallucinant de ça, je trouve. Ouais. Après ça, il y a eu Quake 4, le remake de Quake 2. C'était quand même bien. Moi, c'était quand même bien. Puis là, il y a Rage, j'ai jamais joué. Moi, j'ai lâché à partir, on va être bien franc, là, j'ai lâché à partir de Quake 2. Donc, ID Software avec Rage récemment, que j'ai entendu parler. On a parlé d'une chronique future. Hey, je regarde ça, midi 26. Ouais, déjà. Ben ouais, hein. C'est plat. Hey, merci beaucoup, Yann Boissonneau. Ça a fait plaisir. Parler d'ID Software et de shooter, comme ça se peut pas. Merci beaucoup, Philippe Jacques. Ça fait plaisir. Avec ton blob géant des égouts londoniennes. J'espère que vous avez bien ri. Oui, merci beaucoup, Prof Trudeau. Eh oui, je suis de retour. I'm glad to see you back. Merci, Mikey Boy. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Hey, on se revoit la semaine prochaine. Salut, geek. Steal your air. 'Cause what you got is what we need, and all we do is dirty deeds. We're the Space Force. Watch out, we're the Space Force. We're the masters of space. Hey, don't mess around with the Space Force. Ha ha ha!